Le bonheur semble toujours plus net dans les instants où nous ne tentons pas de le saisir. Et cela révèle un paradoxe négligé que la tradition taoïste décrit en montrant que tout ce qui est forcé perd sa définition. Cette observation nous conduit à remarquer que la sensation de vide contemporain n'est moins du manque d'expérience que de l'incapacité à reconnaître ce qui est déjà présent. La dynamique de rechercher constamment quelque chose de plus grand produit un bruit intérieur qui obscurcit ce qui pourrait être perçu avec davantage de sobriété. Lorsque nous examinons cette course silencieuse, nous constatons qu'elle ajoute de la tension au lieu de la compréhension, et cette tension se convertit en confusion émotionnelle. La plupart des gens n'identifient pas ce processus parce qu'il se présente comme une habitude, et les habitudes sont rarement remises en question. C'est dans ce contexte que se révèle l'importance d'un espace qui éclaire ces mécanismes avec précision et sans fantasme. Solstice émerge précisément avec cette fonction, offrant un champ d'étude clair pour ceux qui souhaitent comprendre la structure derrière ces expériences. Dans les archives historiques de la dynastie Tang, on trouve des descriptions de disciples qui cherchaient des maîtres taoïstes en croyant être éloignés de la paix intérieure, pour découvrir que leur problème était la saturation d'attente, non l'absence de tranquillité. Ces récits montrent que l'esprit crée des mirages lorsqu'il tente de contrôler des états intérieurs, et cela génère un effort continu qui s'épuise avant de produire de la clarté. La quête devient une forme de dispersion, car elle occupe la place de la perception approfondie. Cette logique demeure présente dans la vie actuelle, où le désir de ressentir quelque chose de transformateur empêche l'observation simple de ce qui agit déjà. L'insistance à interpréter tout comme insuffisant empêche la perception de signaux subtils qui indiquent un équilibre. Des recherches récentes en psychologie de la perception indiquent que les états de tension réduisent la capacité à reconnaître les nuances, et cette évidence confirme quelque chose déjà connu des anciens. Plus l'esprit est rigide, moindre est la sensibilité. Le bonheur devient inaccessible, non pas parce qu'il disparaît, mais parce que nous perdons la capacité de le percevoir. Cet effet est cumulatif, car la tension crée des habitudes qui stabilisent la tension elle-même, formant un cycle difficile à identifier sans orientation adéquate. Lorsque nous observons cette mécanique avec calme, nous constatons qu'une grande partie de l'angoisse naît de l'effort de contrôler des émotions qui n'ont pas besoin de contrôle, seulement d'observation. Les textes classiques comme le Zhuangzi décrivent des situations dans lesquelles des individus se perdent en tentant d'ajuster chaque geste de la vie, croyant que la précision apporterait la sérénité, mais ne trouvant que l'épuisement. Cette tendance apparaît encore dans le quotidien moderne, particulièrement lorsque nous tentons de modeler les expériences intérieures comme s'il s'agissait de tâches extérieures. La tentative de corriger chaque détail transforme la vie en un champ de vigilance permanente. Cette vigilance crée un climat de tension qui obscurcit toute possibilité de légèreté émotionnelle. Le bonheur ne disparaît pas, mais se rétracte face à tant de commandements contradictoires. Lorsque nous analysons ce schéma avec attention, nous constatons que la recherche de contrôle mine la sensibilité même qui permettrait de reconnaître le bien-être. C'est à ce point que l'étude rigoureuse fait la différence, car elle révèle comment de petites interférences accumulées déforment toute la perception. La tradition taoïste souligne que la naturalité n'est pas de la passivité, mais l'habileté d'agir sans friction interne, et cette définition devient essentielle pour comprendre le phénomène du bonheur comme effet indirect. Ce principe montre que certains états émergent spontanément lorsque l'individu cesse d'interposer une résistance entre ce qu'il ressent et ce qu'il perçoit. En observant son propre fonctionnement sans jugement hâtif, l'esprit se réorganise de manière plus efficace. En reconnaissant ce processus, débute une transformation qui dépend davantage de l'attention que de l'effort. Ceux qui s'identifient à cette perspective trouveront ici un chemin solide pour approfondir leur propre compréhension. Et si vous souhaitez accompagner ce parcours conceptuel de manière continue, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser votre like pour renforcer cet espace d'étude. En 1979, lors d'une expédition ethnographique dans les montagnes de Wudang, une chercheuse enregistra le comportement d'un moine âgé qui marchait lentement dans la cour en tenant un verre d'eau tremblant dans ses mains.
et ce détail apparemment trivial devint le point de départ de l'un des récits les plus précis sur la relation entre tension interne et perception émotionnelle. La chercheuse observa que plus le moine tentait de stabiliser l'eau, plus elle oscillait, créant un contraste silencieux entre effort conscient et désordre spontané. Ce moment illustre avec exactitude le type de conflit que beaucoup vivent en tentant de contrôler leurs propres émotions durant la quête du bonheur. La scène, minutieusement décrite dans son journal, montre que l'instabilité ne naît pas de l'intention, mais de l'interférence excessive sur ce qui pourrait s'ajuster naturellement. Lorsque le moine relâcha finalement son poing, l'eau se calma sans résistance, et ce dénouement produisit une inquiétude intellectuelle profonde chez la chercheuse. Le geste simple exposa une loi sous-jacente de fonctionnement interne qui est rarement perçue sans observation attentive. Cet épisode devint un repère conceptuel car il révèle comment de petits mouvements symboliques portent des vérités structurelles sur notre expérience émotionnelle. En analysant cet enregistrement, nous constatons que l'exposition initiale de l'événement contient un élément commun à la vie moderne: la tentative constante de stabiliser des états intérieurs au moyen de vigilance et d'effort, comme si l'esprit pouvait être guidé par des commandements explicites. Cette attitude produit une friction continue qui fragmente l'attention et empêche la perception d'atteindre des nuances plus subtiles. Plus nous recherchons la sérénité par imposition, moins nous devenons disponibles pour la reconnaître. Ce paradoxe crée une couche ambiguë de doute interne, car la personne sent qu'elle se consacre intensément au bien-être, mais ne trouve pas de réponse proportionnelle à l'effort. La chercheuse mentionna que la cour semblait trop silencieuse à cet instant, comme si l'environnement amplifiait la contradiction entre le geste du moine et l'état qu'il désirait atteindre. L'oscillation de l'eau représente non seulement un mouvement physique, mais la métaphore concrète d'un état intérieur tentant de s'organiser sous pression. L'esprit, tout comme le verre, ne répond pas de manière linéaire au commandement de stabilité, et cela génère de la frustration lorsque l'individu ne comprend pas le mécanisme qui opère. La chercheuse enregistra que le moine sourit discrètement en percevant la difficulté de l'eau, comme s'il reconnaissait un schéma ancien qu'il avait lui-même déjà affronté. Ce sourire introduit un nouvel élément symbolique, la conscience de sa propre tension qui précède toute forme de sérénité authentique. À ce moment, il est possible d'observer que le bonheur ne surgit pas de tentatives explicites, mais d'états qui émergent lorsque l'interférence diminue. La chercheuse décrit alors qu'après quelques instants, le moine expliqua que l'eau se meut selon la respiration de celui qui la tient et que par conséquent, la stabilité ne dépend pas de la main, mais de l'harmonie entre corps et attention. Cette observation transforme la scène en une explication conceptuelle rigoureuse sur le fonctionnement interne de l'esprit. La tension croît lorsque nous percevons qu'une grande partie de l'inconfort émotionnel naît du désalignement entre intention et présence, quelque chose que le moine mettait en évidence sans didactisme excessif. Le récit prend un ton analytique en montrant que le corps réagit avant que la conscience ne formule un quelconque jugement, et cela révèle pourquoi de nombreuses tentatives de se sentir mieux échouent silencieusement. Il ne s'agit pas d'abandonner le désir de bien-être, mais de le repositionner dans un contexte plus large de perception. Les états mentaux forcés activent des mécanismes d'hyperattention qui bloquent la flexibilité cognitive. La chercheuse relie cette constatation aux écrits de Zhuangzi, qui défendait que l'esprit ne perçoit les subtilités que lorsqu'il abandonne la compulsion de précision. Ce schéma apparaît aussi bien dans la philosophie ancienne que dans les études modernes de régulation émotionnelle. La réponse ne réside ni dans l'effort total, ni dans la renonciation complète, mais dans une position intermédiaire d'observation lucide. Au fur et à mesure que la chercheuse approfondit son analyse, elle décrit que l'impact réel de la scène ne résidait pas dans le verre ou l'eau, mais dans la découverte que le bonheur se manifeste comme effet indirect de la dissolution de microtensions cumulatives. Cette constatation met en évidence que les états émotionnels ne répondent pas à la logique de récompense immédiate, mais à la qualité de la perception soutenue. Il faut reconnaître si vous répétez le geste du moine sous différentes formes, en tentant de contrôler des sensations qui ne se laissent pas capturer. En percevant cette répétition,
surgissent des questions inconfortables sur ce qui est forcé dans votre propre expérience quotidienne. Il n'y a pas de réponse unique à ce questionnement, seulement une investigation continue qui exige de l'attention. La clôture narrative montre qu'à la fin de la conversation, le moine affirma que l'eau immobile n'est pas synonyme de paix et l'eau en mouvement n'est pas synonyme de chaos, soulignant que la perception doit être entraînée pour voir au-delà des apparences immédiates. Le problème se résout partiellement lorsque nous comprenons que le bonheur n'est pas un état fixe, mais une capacité à reconnaître l'harmonie au sein de différentes configurations internes. Comprendre cette logique change profondément la manière dont vous gérez votre propre quête émotionnelle. Et c'est précisément pour cette raison qu'il vaut la peine de rester attentif aux prochaines minutes de cette vidéo, car chaque concept à partir d'ici approfondit cette même ligne d'investigation avec encore plus de clarté. Lorsque nous analysons la scène du moine et de l'eau sous une perspective pratique, nous constatons que de nombreuses stratégies modernes pour résoudre l'instabilité émotionnelle reproduisent exactement l'erreur qu'il démontra sans intention. Les techniques d'autocontrôle rigide, la surveillance obsessive des états intérieurs et les tentatives de corriger chaque variation émotionnelle finissent par renforcer la tension même qu'elles désirent réduire. Ces méthodes créent un effet paradoxal car elles augmentent l'hyperattention et diminuent la capacité d'adaptation spontanée. L'esprit, sous la pression de commandements successifs, perd en plasticité et entre dans un état de vigilance continue. Cet état compromet des fonctions cognitives essentielles, comme la perception des nuances et l'actualisation émotionnelle. La conséquence est un cycle d'intensification des symptômes que la personne croit combattre. Lorsque nous percevons cela avec clarté, nous comprenons pourquoi tant de solutions populaires échouent silencieusement. Diverses recherches en neurosciences montrent que le cerveau réagit négativement aux tentatives répétées de supprimer les émotions, produisant une activation exagérée de l'amygdale et nuisant au cortex préfrontal. Cette dynamique explique pourquoi les techniques qui promettent de désactiver les sentiments indésirables finissent par créer des sensations amplifiées d'anxiété. La personne croit appliquer une discipline émotionnelle, mais en pratique, elle active des systèmes de défense qui rendent la récupération plus lente. Ce type d'approche rend également difficile la reconnaissance de signaux physiologiques qui pourraient orienter des décisions plus équilibrées. Pour compléter, l'effort prolongé génère une fatigue mentale qui réduit la sensibilité aux stimuli positifs. Ainsi, l'individu en vient à tout percevoir à travers le filtre de la tension accumulée. Reconnaître ce processus est essentiel pour comprendre que la solution ne réside pas dans l'intensification du contrôle, mais dans la reconstruction de la base perceptive. À partir de cette constatation, je présente une pratique peu connue, mais appuyée par des études de régulation autonomique, le cartographie interoceptive séquentielle. Cette méthode consiste à diriger l'attention vers de petites sensations internes, à des intervalles spécifiques, sans tenter de les modifier, permettant au système nerveux de réorganiser sa réponse émotionnelle sans interférence. Des chercheurs de l'Université de l'Iowa ont démontré que ce type d'attention modulée réduit l'activité du réseau de science et améliore la stabilité émotionnelle en quelques minutes. La pratique est simple, mais exige de la précision. 3 cycles de 40 secondes dédiés à observer la température, la pulsation et les microcontractions, suivis de 30 secondes de repos perceptif. Cette alternance crée un déplacement cognitif qui désactive les schémas rigides d'autovigilance. Le résultat est une augmentation immédiate de la clarté interne sans forcer aucun changement émotionnel. Cette technique fonctionne non pas en altérant les états, mais en réorganisant le champ de perception dans lequel les états surgissent. En adoptant la cartographie interoceptive séquentielle, l'individu crée les conditions pour percevoir des tensions qui passaient auparavant inaperçues. Et cette perception est le premier pas pour les dissoudre. Lorsque l'attention cesse d'opérer en mode commandement et passe en mode observation, le système nerveux réduit graduellement les signaux d'hyperexcitation. Cette réduction permet au corps de reprendre des rythmes naturels de régulation qui avaient été interrompus par la pression consciente. La pratique produit une sensation de réorganisation interne semblable à ce que la chercheuse observa chez le moine lorsqu'il relâcha son poing.
La différence est qu'ici, cette réorganisation est provoquée de manière intentionnelle, mais sans effort excessif. La personne commence alors à percevoir le bonheur comme un effet émergent, non comme quelque chose à conquérir. Ce déplacement conceptuel transforme la structure même de la quête émotionnelle. Dans le contexte de cette vidéo, il est important de souligner que l'efficacité de cette technique ne dépend pas de la croyance, mais de la constance. La clarté surgit parce que la pratique réduit le bruit interne qui empêche la perception d'états positifs. Lorsque le bruit diminue, l'individu parvient à distinguer ce qui appartient à l'attention habituelle et ce qui appartient à l'expérience directe du moment. Cette distinction produit une sensation d'ordre interne qui ne peut être atteinte par des techniques de contrôle rigides. C'est ici que la méthode se différencie des solutions traditionnelles qui traitent l'inconfort comme un ennemi à vaincre. Au lieu de cela, elle traite la perception comme un champ à réorganiser. Cette approche offre un chemin clair pour interrompre les cycles de confusion émotionnelle. La pratique aide également à démonter la croyance commune selon laquelle se sentir bien exige des changements externes, rapides ou intenses. La science interoceptive montre que de petites variations d'attention peuvent altérer profondément l'expérience subjective sans dépendre de circonstances externes. Cette constatation restitue à l'individu une forme d'autonomie interne plus stable. Lorsque cette autonomie se manifeste, surgit une sorte de confiance silencieuse qui réduit le besoin de chercher des réponses immédiates. Ce type de confiance est fondamental pour interrompre les comportements répétitifs qui ne font que renforcer l'anxiété. La perception devient plus nette et moins réactive, permettant des réponses émotionnelles plus cohérentes. Le bonheur, dans ce contexte, émerge comme conséquence naturelle de la réorganisation interne. Par conséquent, tout au long de cette vidéo, l'objectif n'est pas de fournir un idéal inaccessible de bien-être, mais d'offrir une méthode qui permet d'observer sa propre expérience avec plus de précision. Cette observation transforme graduellement la relation avec l'attention et avec la quête du bonheur. La cartographie interoceptive séquentielle devient un outil pratique qui peut être utilisé à tout moment pour réaligner la perception. En appliquant cette technique, l'individu cesse de répéter des stratégies inefficaces et se met à opérer à partir d'un champ interne plus stable. Ce changement est subtil, mais décisif. Si ce raisonnement vous a parlé, partagez dans les commentaires la phrase « Je choisis de percevoir avant de tenter de contrôler ». Cette affirmation aide à consolider l'engagement envers le processus que nous développons ici. La pratique de la cartographie interoceptive séquentielle peut être comprise comme une méthode qui réorganise la perception en déplaçant le foyer de l'esprit de l'auto-exigence vers l'observation directe, et ce déplacement est fondamental pour défaire les schémas d'hyperattention émotionnelle. Cette forme d'observer le corps est reconnue comme une procédure de régulation autonomique, car elle favorise la diminution de l'activité sympathique et la stabilisation du rythme neurophysiologique. Parallèlement, les traditions taoïstes décrivent quelque chose de semblable, en soulignant que l'équilibre surgit lorsque l'individu s'aligne au flux de son propre organisme. Cette convergence révèle que tant la science que la spiritualité discutent du même phénomène à travers des langages différents. La pratique ne cherche pas à éteindre les émotions, mais à créer un champ interne capable de les recevoir sans perturbation excessive. Cette réception établit un état de neutralité fonctionnelle qui réduit les interprétations automatiques et les jugements précipités. La clarté mentale devient la conséquence naturelle de cette réorganisation. Lorsque nous analysons la technique sous le prisme taoïste, nous constatons qu'elle exprime le principe du Wu Wei, compris non pas comme passivité, mais comme absence de friction dans la relation entre intention et action. Dans l'exercice d'observer la température, la pulsation et les microcontractions sans tenter de les contrôler, vous apprenez à agir à partir d'un état interne qui ne produit pas de résistance. Cette absence de résistance permet au corps d'indiquer, par lui-même, le rythme adéquat pour chaque ajustement émotionnel. La psychologie cognitive appelle ce type de processus flexibilité attentionnelle, soulignant que l'esprit se réorganise lorsqu'il cesse de se fixer sur des menaces imaginées. Les traditions méditatives bouddhistes se réfèrent au même phénomène en parlant de « présence sans appropriation »,
qui consiste à ressentir sans se perdre dans ce que l'on ressent. Cette convergence met en évidence que la pratique n'est pas seulement technique, mais aussi un entraînement d'adéquation perceptive. En l'intégrant, l'individu expérimente une forme de perception plus lucide et moins réactive. La tendance à confondre intensité émotionnelle avec vérité interne, alors qu'en réalité, cette intensité est généralement le produit de tensions accumulées. La cartographie interoceptive séquentielle rompt ce cycle car elle interrompt l'automatisme qui transforme les sensations en récits rigides. La psychologie clinique montre que la majeure partie des souffrances émotionnelles prolongées n'est non pas des émotions elles-mêmes, mais des interprétations précipitées que nous formulons à partir d'elles. Le taoïsme renforce cette idée en affirmant que la perception pure précède toute forme de souffrance psychologique et que la souffrance émerge lorsque l'esprit tente d'imposer un ordre là où il devrait seulement observer le mouvement. La pratique fonctionne donc comme un mécanisme de retour à l'expérience directe. Cette expérience directe réduit la force des récits internes et ouvre l'espace au discernement réel. Cette ouverture est la base tant de la stabilité émotionnelle que de la sensibilité spirituelle. L'exercice fonctionne également comme une forme d'entraîner le corps à reconnaître les limites avant qu'elles ne deviennent des effondrements émotionnels, quelque chose largement discuté dans la psychologie somatique. Lorsque l'attention parcourt le corps en cycle rythmique, le système nerveux apprend à identifier des tensions subtiles qui normalement passeraient inaperçues. Le bouddhisme décrit ce même processus en parlant de vigilance douce, la capacité de noter des micro-variations sans les transformer en problèmes. Cette vigilance évite que l'esprit n'amplifie des sensations communes en signaux de menace. Le taoïsme décrit ce même phénomène comme la capacité d'écouter le QI, ce qui signifie identifier des schémas avant qu'ils ne deviennent des perturbations. Cette identification précoce empêche des escalades émotionnelles inutiles. Le résultat est la reprise d'un équilibre qui ne dépend pas d'efforts, mais de sensibilité entraînée. Enfin, l'analyse conceptuelle et spirituelle de la pratique montre qu'elle n'est pas seulement un exercice physique, mais une réorganisation profonde de la relation entre attention, corps et signification. La psychologie explique cette réorganisation comme changement dans le schéma de traitement cognitif, tandis que le taoïsme et le bouddhisme l'interprètent comme retour au flux original de l'expérience. Cette convergence renforce que la technique opère à de multiples niveaux, ajustant tant la physiologie que la perception. Cette clarté n'est pas de l'euphorie, mais de la cohérence interne. Cette cohérence illumine les décisions, stabilise les émotions et amplifie la capacité d'interpréter la vie avec lucidité. Si cette compréhension vous a parlé, partagez dans les commentaires la phrase « Je comprends avant d'interférer », consolidant votre engagement envers cette investigation interne. En arrivant au terme de ce parcours, il est naturel de percevoir que chaque concept présenté ne referme pas une réponse définitive, mais amplifie la capacité de voir là où il n'y avait auparavant qu'automatisme. La tradition taoïste rappelle que, lorsque le regard s'adoucit, le chemin se révèle de lui-même. Et cette idée résonne silencieusement dans tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. La pratique, l'insight et l'analyse convergent vers un même point. La liberté ne réside pas dans le contrôle de l'expérience, mais dans l'apprentissage de la voir avec netteté. Cette netteté nous restitue la sensibilité perdue dans les couches de tension accumulées. La question qui demeure est simple et profonde. De tout ce que vous avez ressenti aujourd'hui, qu'est-ce qui venait réellement de vous et qu'est-ce qui venait de votre résistance? Cette question n'exige pas de réponse immédiate, seulement de la présence. Et c'est cette présence qui commence à transformer le reste. Si vous remarquez une sensation différente maintenant, peut-être plus silencieuse ou plus précise, reconnaissez ce mouvement sans tenter de l'interpréter. Il est un signe que quelque chose dans votre attention a commencé à se réorganiser. La psychologie appelle cela restructuration perceptive, tandis que le taoïsme le décrit comme retour à l'axe interne. Ce retour ne se produit pas d'un coup. Il se révèle dans de petits changements dans la façon dont vous respirez, observez et réagissez. En percevant cela,
vous commencez à comprendre que le bonheur n'est pas une conquête, mais un reflet de la manière dont vous vous reliez à votre propre expérience. Chaque concept discuté ici n'a été qu'un instrument pour affiner cette perception, et cet affinement continuera de se produire après la fin de la vidéo. Tout comme le moine du début laissa l'eau se stabiliser seule, vous pouvez permettre à vos propres perceptions de trouver un point de calme sans forcer aucun état. Cette permissivité est ce que les anciens appelaient harmonie naturelle. Et l'harmonie ne se force pas, elle se reconnaît seulement. En appliquant ce principe, vous transformez votre relation avec la tension quotidienne. Aucune technique ne fonctionne sans cette reconnaissance silencieuse qui précède le geste. La pratique que nous avons explorée ensemble sert de pont entre théorie et perception. Ce pont ne disparaît pas lorsque l'étude se termine. Il se renforce à chaque moment d'attention véritable. Et c'est dans ce renforcement que le bénéfice réel se manifeste. Enfin, je laisse une question taoïste qui fonctionne comme clé pour tout ce qui a été exploré. Qu'est-ce qui en vous se meut lorsque vous ne tentez de mouvoir rien? Cette question ne cherche pas de réponse logique, mais une ouverture perceptive. Si quelque chose dans votre expérience interne a changé au long de ce parcours, reconnaissez ce mouvement sans hâte. Ce petit changement est déjà le bénéfice essentiel d'avoir suivi le contenu jusqu'ici. Permettez-vous de contempler ce qui a émergé, même si c'est encore vague ou sans forme. Si vous souhaitez partager vos impressions, laissez dans les commentaires comment cette question a résonné en vous. Et si vous sentez que cette investigation a sa place dans votre vie, continuez à cheminer avec nous dans un silence attentif en observant les prochains pas de ce parcours.